Je vous parle des cas cliniques avant qu'on commence la discussion parce que sinon ça va aller trop loin et puis je vous parle des cas. Je fais un peu un résumé aussi parce que d'autres personnes peut-être ne connaissent pas Masoud Khan et je pense que ce serait intéressant d'entendre ce qu'il a à dire. Donc ce sont donc 3 cas cliniques et de 2 chapitres de ce livre, Figure de la perversion. Je vais commencer par un chapitre qui s'appelle Du masochisme à la douleur psychique. Et dans ces cas cliniques, ce qui interpelle Masoud Khan, c'est la difficulté pour s'expliquer le fait qu'une patiente s'allonge, se met à pleurer alors que les choses s'étaient très bien passées juste avant. Donc, je cite, elle dit « Je souffre, je ne sais pas pourquoi. Vendredi dernier, mes enfants sont revenus de l'école, ils ont si bien travaillé que nous sommes sortis tous ensemble pour fêter ça. Je suis arrivée ici, impatiente de tout vous raconter, et maintenant je pleure et je souffre sans raison. » Donc il s'agit d'une femme qui avait été envoyée par son généraliste en raison d'une tentative de suicide, abus médicamenteux, après une longue dépression pour laquelle les antidépresseurs prescrits par les médecins n'étaient pas efficaces. Cette dépression a lieu quand les 2 fils sont répartis dans leur internat, et là elle était apathique, elle n'arrivait plus à rien faire, et en raison de cette inutilité, elle a l'impression de commencer à faire du mal à ses proches. C'est ainsi qu'elle avale des médicaments. Il s'agit de quelqu'un qui a perdu ses parents à l'âge de 3 ans et a été élevée par des amis proches de ceux-ci. Elle était très reconnaissante. Malgré cette reconnaissance et ce respect, elle n'avait pas de relation affective avec cet oncle et cette tante, elle les appelait ainsi, ou avec d'autres personnes de son entourage. Cependant, elle se montre toujours gentille et obligeante. À ses 17 ans, suite à un parcours scolaire sauvé par des bonnes performances sportives, puisque ses résultats étaient sinon médiocres, elle souhaite se débrouiller seule et déménage à Londres avec l'accord de ses parents adoptifs. À Londres, elle fait plein de petits boulots, rencontre son mari plus âgé qu'elle de 12 ans et a 2 enfants. Comme ils avaient des moyens, les enfants partent, donc comme les couples avaient des moyens, ces enfants à elle partent à une public school qui est un internat privé de la bonne société britannique. Donc après une première rencontre où elle livre ses éléments à Masoud Khan, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre, des séances banales autour de sa vie quotidienne, de son jardin, de son ménage, sans store. Ce qui fait surface, selon Kant, sont sa gentillesse et une confiance timide vis-à-vis de lui. Il conclut, sans le lui dire, qu'elle agit comme elle aurait été jusqu'à ses 17 ans avec ses parents adoptifs. Elle faisait état d'une participation affective plus grande à la maison, mais qu'elle n'était alors pas très actif ou interprétatif dans les séances, puisqu'il ne se sentait pas à l'aise d'interpréter ces bribes de récits. Et après un week-end où ses enfants viennent la voir, Khan lui demande ce qui lui a poussé à vouloir vraiment vivre au lieu de se contenter d'exister à l'âge de 17 ans. C'est un point important parce que là, elle reste en silence et Khan, il aime bien parler du silence de ses patients. Donc, elle reste en silence avant de lui demander s'il n'allait pas se moquer d'elle si elle le lui disait. Afin de lui rassurer et de l'encourager, Khan lui dit quelque chose de personnel et cela marche. On ne sait pas ce qu'il dit de personnel, mais il avance un élément personnel. Et là, il dit qu'il y a quelque chose de high fantastical qui a lieu dans la séance. C'est qu'à l'âge de 17 ans, cette patiente s'est liée à une camarade d'école. Elles vont au cinéma pour voir un film romantique, mais en fait, c'est un film de cowboy. Une scène capte son attention. Il y a un homme grossier qui entre dans un saloon, empoigne une danseuse de cancan et la renverse et lui administre une fessée. Les autres hommes du salon défient ce bandit et ils les tuent tous. À partir de ces jours, elle commence à se raconter une histoire avant de s'endormir. Elle est assise dans un bar, c'est à peu près l'heure du déjeuner. Un homme arrive et s'assied à côté d'elle. Il commence à parler. Il lui dit qu'il collectionne des pistolets anciens, c'est sa passion. Il lui demande si elle a envie de les voir. Elle acquiesce d'un clin d'œil. Ils arrivent, tantôt chez lui, tantôt à son bureau. Il n'y a pas de trace de collection de pistolets. Il se lutine un peu, elle s'arrange pour qu'il la fouette à cause de ses agaceries. Il la couche sur ses genoux, elle lève sa jupe,
s'apprête pour lui administrer une fessée, mais trouve une excuse pour s'arrêter. Il faut qu'elle parte parce qu'une autre femme, son épouse, la bonne, la secrétaire, arrivera. Elle se sent profondément offensée et décide de partir. Au moment où elle s'en va, il fait comme s'il allait lui donner une claque sur les fesses, mais s'en abstient et elle part humiliée, furieuse, vindicative. Cette histoire, vue comme sur un écran par la patiente, la réveille et la rend à la vie. Elle voulait découvrir le monde. Ses parents adoptifs se surprennent du changement d'humeur en quelques mois. Elle était devenue énergétique et pleine de vitalité. Elle vivait, dit Kahn, dans cet espace du fantasme et propose à cette amie de déménager à Londres pour tenter l'aventure. Elle fait quelques petits emplois et rencontre celui qui deviendra son mari quelques semaines plus tard. Les fantasmes écrans disparaissent avec le début de sa vie sexuelle. Elle se force de le faire revenir un vent et n'a aucun plaisir de son activité sexuelle. C'est la fois suivante où elle pleurait silencieusement, donc le début du texte, sans faire aucune mention à l'histoire du fantasme dont elle avait parlé à la fois précédente. Cela confirme pour Kahn, donc le fait qu'elle commence à pleurer, la science d'après avoir parlé de ce fantasme, que la douleur plaisir et la douleur blanche silencieuse étaient liées pour lui. La séance d'après, elle demande à s'asseoir au lieu de s'allonger pour lui parler. Elle a à lui dire qu'en revenant chez elle de la séance d'avant, la pensée que ses parents biologiques sont morts dans un accident lui a traversé l'esprit brusquement. Cela devient une pensée obsédante comme celle de la fessée. Elle mène donc une enquête sur les anciens journaux locaux pour découvrir comment ses parents étaient morts. Il se trouve que les parents sont rentrés chez eux après un déjeuner le jour de Noël. Leur voiture a dérapé sur le verglas et s'est heurtée à un arbre. Les policiers arrivent et découvrent les parents morts et l'enfant, elle, vivante sur les genoux de la mère. Les 6 mois suivant le travail sont marqués par une rage froide de l'oncle et de la tante, puisqu'ils ne lui avaient pas dit comment les parents étaient morts. Elle a d'avis qu'en voulant l'épargner de la souffrance, ils ont pétrifié sa vie mentale et qu'elle était complètement absente d'elle-même, si ce n'est que par le fait qu'elle a grandi physiquement. Pour Kahn, une paralysie du fonctionnement psychique résulte d'une incapacité de ces fonctions émergentes du moi à faire face à la mort traumatisante et soudaine de ses parents. Elle n'existe ainsi qu'au travers de son corps. Et là, je cite, puisque la physiologie peut défier les traumatismes et continuer son chemin. Elle conclut qu'uniquement 2 choses dans son histoire de cow-boy lui faisaient du sens, c'est les genoux vivants de la mère et la tuerie par le bandit. Donc les genoux vivants et la tuerie par le bandit, sublimés pour devenir les collectionneurs de pistolets. Pendant toute sa vie, ce qu'elle avait cherché inconsciemment, c'était que les genoux de sa mère revivent pour qu'elle puisse elle-même vivre. Ça expliquait aux yeux de Kahn pourquoi dans les fantasmes, le désir n'était pas réalisé. Cette scène venait à l'encontre du passé historique inconscient et a confronté la patiente aux besoins pressants de sa féminité d'adulte. C'est ce qui met en évidence pour lui que dans tout fantasme pratique masochiste, il y a toujours un noyau qui a été vécu et perdu. À sa place, interviennent des proliférations de fantasmes écrans. Après cela, lors d'une séance, elle revient en racontant qu'un jour, elle a dit à son mari « j'ai mal ». Le mari s'inquiète, mais elle lui dit « ce n'est pas une douleur qui tue, je voulais juste que tu restes auprès de moi, cela va passer ». Kahn conclut qu'elle pouvait maintenant se passer de son soutien et de leur séance. Elle dit qu'elle n'aurait jamais eu le courage de le dire. C'est la fin de leur travail et il lui dit au revoir en citant des vers de Rainer Maria Rilke, qui par ailleurs, j'ai découvert, a vécu en Suisse. Donc, et pour Kahn, donc la peine, le symptôme dans ce cas, ne pouvait se situer psychiquement que si un témoin n'existait. Dans toute expérience masochique, intrapsychique et interpersonnelle, il y a toujours 3 personnes: les sujets, l'autre qui a désiré et lui fera mal, et les témoins, qui est une partie du moi du sujet, qui enregistre et expérimente l'affect douloureux que ce contrat actualise. Cette patiente qui souffrait pour lui avait besoin d'un témoin pour pouvoir faire l'expérience d'être dans sa peine. À ses yeux donc, la douleur psychique et les masochismes sont composés de la même façon.
Bon, et personnellement, ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est que cette patiente elle a la possibilité d'accéder à ses deuils qu'elle n'a pas pu faire, puisqu'au départ, on pouvait quand même entrevoir un état mélancoliforme où de fait, elle existe plus par les biais de son corps que par la symbolisation. C'est-à-dire que c'était plutôt l'athlétisme, la survivabilité, la tentative de suicide. Et j'imagine, par ailleurs, qu'aux yeux des analystes de l'époque, ça peut être choquant qu'il encourage la patiente à parler d'elle en parlant de lui. C'est quand même, j'imagine, assez innovant pour l'époque, mais je n'ai pas vécu l'époque, je ne sais pas comment c'était. C'était audacieux, mais c'était réussi dans ce cas. Enfin, c'était très réussi. C'était très réussi dans ce cas. Ferenczi, il était allé beaucoup plus loin puisqu'il faisait l'analyse mutuelle. Il parlait vraiment de lui dans certains cas, beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il y avait déjà un courant comme ça qui non seulement travaillait le contre-transfert, mais qui était dans le sens de parler de soi. Et ça, on le retrouve dans, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans la self-psychology, où il y a l'idée, pour traiter des gens qui ont des troubles graves de la personnalité, de créer un joining et puis qu'il y ait une implication de l'analyste, si ma mémoire est bonne. D'être un auxiliaire. Mais il y a aussi l'idée de créer un... Enfin, c'est le transfert, mais de peut-être un peu parler de soi, autrement, c'est ce souvenir-là, un petit peu de la self-psychology, mais vous me corrigez si je me trompe.